d'une civilisation obscurantiste, une civilisation islamique qui n'a pas une marche sauvage. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler d'un bouquin, ou plutôt de la tournée promotionnelle de ces deux autrices et de l'accueil qui leur est réservé dans les grands médias. Parce que cette campagne promotionnelle, c'est surtout une campagne politique. Elle a été conçue comme ça. Et jusqu'ici, ça marche comme sur des roulettes. Ce bouquin, c'est Transmania, un livre qui se présente comme une enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Ces autrices, Marguerite Stern et Dora Muto, sont les influenceuses les plus en pointe sur la question, puisque ça fait des années qu'elles ne parlent plus que de ça, des personnes trans. Ça les obsède, c'est devenu leur fonds de commerce, c'est devenu leur raison de vivre. La sortie de ce bouquin, c'est l'aboutissement de plusieurs années d'acharnement contre les personnes trans. C'est leur moment, elles le savent, et c'est ce moment qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Alors bien sûr, on l'a pas lu le bouquin, on l'a même pas acheté, mais c'est pas grave parce que les journalistes qui les reçoivent en plateau l'ont pas lu non plus, donc voilà, on s'en fout. Ceci dit, il y a un journaliste qui l'a lu, Thomas Vampouille, qui nous en a fait un résumé dans le magazine Têtu. Il écrit à propos des deux autrices: Transmania les révèle transmaniaques, obsédées notamment par la sexualité des femmes trans, qu'elles fantasment abondamment, alerte gênance. On rirait bien de bon cœur à toutes ces histoires de roro, sauf qu'elles sont sérieuses, les deux bigotes, derrière leurs plumes rabelaisiennes et leurs fantasmes homophobes autour d'une sexualité passive qu'elles méprisent ouvertement. Roro, c'est un personnage qu'elles ont inventé, mais qu'on va suivre tout le long du livre. C'est Robert qui veut qu'on l'appelle Catherine, et autour de cette histoire, elles vont broder. Attention, c'est assez sale, parce qu'elles réduisent quand même assez tout à des histoires de pénis, de pénétration, de cucu. Je vais vous faire un petit extrait. Le cul nu de Robert colle à la chaise en cuir de son bureau. Robert ferme les yeux et commence à se branler en laissant échapper un râle rauque. La voix féminine reprend: tu es une petite salope. Il n'y a pas de honte à être une petite salope, à se faire prendre. Ta bite de femme est un clitoris tout gonflé et ton anus une bonne petite chatte toute serrée. Oui, bon, c'est bon, on n'est peut-être pas obligé non plus. Non, on n'est pas obligé, mais c'est pour que les gens voient la vulgarité du truc. L'idée, c'est vraiment de dire: regardez ce qu'il y a dans la tête de ces dégénérés. Mais en fait, ça nous dit beaucoup sur ce qu'il y a dans la leur. Donc les autrices nous présentent ce livre comme une enquête, mais vous avez bien vu, en réalité, il y a plein d'histoires inventées, il y a toutes sortes de choses fausses, de la désinformation. Bref, c'est un torchon transphobe. Transmania est un torchon transphobe, mais aussi un torchon homophobe, parsemé d'injures et d'appels à la haine. C'est en tout cas ce que dénonce l'association SOS Homophobie, qui a annoncé qu'elle allait porter plainte contre les deux autrices. Ces allégations ont été prises au sérieux par l'équipe d'Anne Hidalgo et celle de Grégory Doucet, parce qu'à Lyon et à Paris, les affiches de promo du livre ont été retirées de l'affichage public. Voilà de quel livre on parle. Ok, bon, ça c'est clair. Maintenant, comment ce livre a été reçu dans les grands médias? Alors déjà, on peut vous dire que les deux autrices ont été très reçues, surtout pour un livre aussi faible, édité par une petite maison d'édition d'extrême droite. La couverture médiatique est exceptionnelle. Transmania enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre aux éditions Magnus, coécrit donc par vous-même avec Marguerite Stern, près de 350 pages dans lesquelles vous montrez, témoignages à l'appui, comment l'idéologie transgenre a pénétré en profondeur dans nos écoles, dans nos hôpitaux, dans notre société. Vous dénoncez un scandale à la fois sanitaire et social. En plus, elles sont deux, donc elles peuvent couvrir beaucoup de plateaux. Un coup, ça va être Dora Muto, un coup, ça va être Marguerite Stern. Transmania. Marguerite Stern est avec nous, bonjour. Enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre que vous dénoncez. Et puis des fois, c'est les deux en même temps, allons-y, de toute façon, c'est le même prix. Marguerite Stern, bonjour. Bonjour. Dora Muto, bonjour. Vous avez co-signé cette enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre qui s'appelle Transmania. Bon, alors on va vous les présenter, ces deux influenceuses. Marguerite Stern et Dora Muto ne sortent pas de nulle part. En fait, ça fait des années qu'elles essaient de percer, qu'elles sont attirées par la lumière et les caméras. Marguerite Stern s'est d'abord fait connaître dans les années 2010 pour avoir fait partie du groupe féministe Femen et avoir mené différentes actions. Voilà, petite archive de son interview sur RMC en 2013 avec un Alain Marchal déjà en pleine crise d'islamophobie. L'islam est l'ennemi de la femme? L'islam est l'ennemi de toutes les religions. Sont les ennemis. Non mais là ma question c'était l'islam. L'islam y compris. Là déjà c'est marrant parce que vous voyez l'extrait il date, ce sont pas des novices. Marguerite Stern elle est là depuis longtemps, elle connaît les médias, elle connaît les plateaux télé. Elle sait comment on parle aux journalistes, elle sait ce qui va les intéresser, ça fait 10 ans qu'elle baigne là-dedans. Parce qu'après sa période fémène, elle va avoir sa période collage. Vous savez ces messages collés dans les rues pour dénoncer les violences faites aux femmes? Stern dit partout que c'est elle qui a inventé ça, que c'était son truc à elle. En tout cas une chose est sûre, en 2019, beaucoup de monde collait des trucs dans la rue. Mais sur le plateau de France 5, c'est elle qui était invitée. Militante féministe passée par Femen France, vous vous mobilisez depuis début septembre avec ces séances de collage tous les jours pour alerter sur les féminicides. Alors elle, pour expliquer son virage transphobe, elle raconte qu'au moment où elle faisait des collages sur les féminicides, il y avait d'autres femmes qui avaient l'outrecuidance d'utiliser le même mode opératoire, mais avec des slogans pour les femmes trans. Et alors ça, c'était pas possible. Trop inclusif là.
Alors que ça se tient, les femmes trans sont particulièrement surexposées aux violences, aux agressions. Mais pour Marguerite Stern, c'était insupportable parce que pour elle, les femmes trans ne sont pas des femmes. Et c'est ça qui va la rapprocher de Dora Muto aux alentours de 2020, qui a à peu près la même origin story. Elle aussi, c'était une influenceuse connue à ce moment-là pour une activité féministe, en l'occurrence le compte Instagram Tajoui. Et elle aussi, on lui a reproché de ne pas inclure les femmes trans, ce que Dora Muto ne comptait pas faire du tout. Donc voilà, Dora Muto, c'est une journaliste à la base, qui a été rédactrice en chef adjointe de Combini, quand même. Donc vous voyez, les deux ont un peu la même histoire, et puis elles ont surtout une connaissance assez fine des médias. C'est ça qui va faire leur force, en fait. Et elles vont vite comprendre que la transphobie est un créneau porteur. Puis de toute façon, les mouvements féministes ne veulent plus d'elles. Progressivement, la violence de leurs attaques contre les personnes trans choque les milieux militants. Mais à l'inverse, elles voient que le champ médiatique, lui, peut recevoir leurs paroles, veut écouter leurs histoires. C'est donc là-dessus qu'elles vont miser. D'abord, elles tâtonnent, elles tweetent, elles font des stories, elles signent des tribunes et elles finissent par se voir accorder quelques entretiens. Les médias d'extrême droite comprennent assez vite que ces deux femmes ont du potentiel et que la question trans peut passionner leur public. Il y a moins d'un an, bien avant la sortie du bouquin, Marguerite Stern était déjà reçue dans le fauteuil de Livre Noir, un média zémoriste. Marguerite Stern, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez Livre Noir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour un entretien qui, il faut le dire, risque de faire couler beaucoup d'encre. Dans ces médias-là, l'obsession de Stern pour les personnes trans est perçue comme une aubaine. Ça permet de déringardiser une panique qui avait eu beaucoup de succès il y a quelques années, celle sur la théorie du genre. Pour la droite la plus radicale, la manif pour tous avait été un grand moment. Leur combat contre le mariage pour tous et les ABC de l'égalité avaient permis aux catho-tradis de retrouver un peu de souffle. Sauf que ce combat avait été un combat perdu, finalement. Et aujourd'hui, il est beaucoup plus difficile, même à l'extrême droite, de faire campagne ouvertement contre les droits des homosexuels. Les temps changent, l'extrême droite aussi, certains de ces cadres assument maintenant publiquement leur homosexualité. Il fallait donc trouver un nouvel angle si on voulait pouvoir continuer à défendre les valeurs traditionnelles, la famille, et pouvoir continuer à attaquer les féministes et le mouvement LGBTI+. Et c'est ça que Stern et Muto leur offrent de bon cœur sur un plateau. Grâce à leur délire transphobe, les fachos peuvent réactiver à peu de frais leur fameuse panique sur la théorie du genre. Vous vous souvenez de la théorie du genre ? Cette théorie qui dit qu'il n'y a plus de filles, il n'y a plus de garçons, on va même empêcher les garçons de devenir des garçons. D'ailleurs, il ne faut plus qu'ils jouent avec des soldats, maintenant il faut qu'ils jouent avec des poupées, il faut que les filles jouent avec des camions, puis les camions maintenant ils sont roses, enfin on n'y comprend plus rien parce que tout est sans dessus-dessous. C'est la théorie du genre, voilà. C'est pas beaucoup plus clair que ça pour eux dans leur tête, mais c'est la base, ça. En gros, la théorie du genre, elle consiste à considérer quoi ? Que notre sexualité est un asservissement et que donc il faut s'en libérer. Et expliquer à un petit garçon qu'en réalité c'est pas nécessairement un petit garçon et à une petite fille que c'est pas nécessairement une petite fille. Et donc ces derniers temps, la droite revient à ses fondamentaux, c'est-à-dire ces histoires de corruption de la jeunesse, là, vous savez qu'on force nos enfants à devenir gays dès la maternelle, hein, c'est connu ça maintenant. Sauf que de nos jours, en plus, il y a des drag queens. Voilà. Pour corrompre la jeunesse. L'extrait suivant provient du plateau de Morandini, donc autant dire un expert sur la question. Accrochez-vous. Dès la maternelle, on leur fait lire des romans comme Princesse Kevin, qui est un livre où on a justement un petit garçon qui se travestit, où on explique que c'est bien, il a le droit de se sentir petite fille et de vouloir... Elles ont quel âge ma petite, là, elle avait 5 ans. À 5 ans, on lui fait lire ça. On était en maternelle, en grande section de maternelle. Ah, les enfants, ils peuvent dormir dans les rues, ils peuvent se faire agresser sexuellement par leur oncle. La droite n'en a rien à branler. Par contre, pour dénoncer les dangers du wokisme, alors là, on ressort les enfants. Là, ça redevient une priorité. Ou les vaccins aussi, les vaccins sur les enfants, tu te rappelles aussi. Mais bon, voilà, la droite, c'est quand il faut se servir des enfants. C'est un classique qu'on commence à connaître par cœur. Bien entendu, Stern et Muto en font des caisses là-dessus. On pourrait se dire que les ficelles sont un peu grosses, mais non, ça marche toujours. On peut manipuler les enfants... utiliser la figure de l'enfant comme ça, parce qu'on ne les pense pas comme des sujets, mais comme des objets. On se dit que les enfants trans, en fait, ils ne peuvent pas s'être mis ça dans la tête tout seuls. Ils sont sous influence de leurs parents ou d'une société en plein délire transgenre. Ou même sous l'influence d'un lobby. LGBT, transgenre, satanique. Vous choisissez. Le discours est connu, c'est du vu et du revu. Mais lâcher un peu les homosexuels pour s'attaquer aux personnes trans, ça change, c'est nouveau. Ça plaît. Ça plaît par exemple à Philippe de Villiers, énorme fan de Marguerite Stern et Dora Muto, évidemment. Elles, qu'est-ce qu'elles disent pour résumer leur position et leur livre, qui est magnifique, que j'invite à lire. Elles disent, si jamais le transgenrisme et le transhumanisme aboutit, alors cet aboutissement marquera la fin de l'être humain tel que nous le connaissons. C'est la destruction de la famille et donc de l'espèce humaine tout entière.
Mais oui, mais carrément, mais la destruction de l'humanité, la fin de l'espèce, le Big Bang dans l'inverse du Big Bang, celui de la fin. Mais en tout cas, vous voyez, il y a un public pour leurs bouquins. Et leur public, c'est celui des médias d'extrême droite. Donc c'est normal qu'elles y soient invitées. C'est donc tout naturellement dans ces médias que nos deux influenceuses vont faire campagne. Sur Internet d'abord, chez Boulevard Voltaire, Omerta, Livre Noir, Front Populaire. Puis finalement, assez vite, dans des médias de droite plus importants, plus respectables, Le Figaro, Europe 1, Sud Radio, RMC, CNews et j'en passe et des meilleurs. Pour ces médias-là, Stern et Moutot sont de bonnes clientes. Ce sont des femmes, jeunes, d'anciennes féministes. Pour taper sur les trans et les homos, ça passe quand même mieux que Philippe de Villiers. Elles sont présentées comme des prises de guerre. Regardez, elles, les anciennes féministes, elles dénoncent les ravages de l'idéologie transgenre, une idéologie qui fait du mal au féminisme. Justement, l'idéologie transgenre fait beaucoup de mal aux homosexuels et surtout aux lesbiennes. Oui, nous, on défend les lesbiennes. Voilà, et défendre les lesbiennes sur Valeurs Actuelles, c'est du jamais vu. Vous trouvez ça confus? C'est normal, c'est fait pour. L'influenceuse identitaire, Thaïs Descuffon, ne s'y trompe pas. Elle est ravie de s'être fait de nouvelles copines. Écoutez. Après tout, si même une fémène peut devenir une facho, c'est bien la preuve qu'en politique, la fatalité n'a décidément aucun sens. Alors, Stern et Moutot ne se définissent pas encore comme fachos, parce que justement, il faut continuer à entretenir la confusion. Oui, par contre, Stern, elle assume ses nouvelles fréquentations, hein, regardez. Thaïs qu'on recevra justement dans 2 semaines. Je sais. Vous savez. Oui, parce que je dîne avec elle tout à l'heure. Elle mange avec Thaïs Descuffon, mais elle boit aussi des coups avec pas mal d'autres fachos, comme on peut le voir sur cette photo, avec Mila au premier plan, mais sur laquelle on reconnaît en arrière-plan Georges Jordi, passé par Livre Noir et Valeurs Actuelles, ou Teddy Boy RSA, un influenceur d'extrême droite tendance royaliste. Bref, Marguerite Stern s'adapte, s'intègre, elle s'intègre très vite même. Ce qui est devenu le féminisme aujourd'hui, quand je regarde ça, j'éprouve un mélange de honte, de colère, de trahison. Elle leur dit vraiment tout ce qu'ils veulent entendre, et même plus encore. Oui, même des trucs qu'on n'avait pas besoin d'entendre. Le féminisme et la gauche m'ont rendu moche et grosse. Ils n'en demandaient pas tant, par contre c'est vrai que c'est parfait, cette figure de la personne de gauche qui se repent, qui dit que ben oui, elle était bête à l'époque, mais que maintenant elle a vu la lumière et elle va mieux. Il y en a pas mal des comme ça, hein, des ventoses, des cotaracs. En général, dans les médias d'extrême droite, on leur déroule le tapis rouge. Quand on met les pieds chez Livre Noir, on sait ce qu'on fait, surtout quand on connaît les médias comme Marguerite Stern. Par contre, il faut donner quelques gages. C'est bien sympa ces histoires de transgenre, mais sur l'immigration aussi, il faut se positionner. Un peu de courage. Les féministes ont pour habitude de faire partie de ce qu'on appelle un peu le camp de la défense des minorités. Et aujourd'hui, parmi ces minorités, en tout cas en France, même si ces minorités deviennent de plus en plus majoritaires, il y a les immigrés. Ça m'amène à la question justement de l'immigration. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'immigration de masse est devenue un des principaux problèmes en France pour les femmes ? On va vous mettre la réponse de Stern et vous allez voir qu'on a beaucoup de mal à croire qu'elle a été de gauche à une époque. Et ça, les militants et militantes trans nous avaient prévenus depuis longtemps déjà. D'ailleurs, si on remonte encore plus loin, les fémènes avaient souvent été accusées d'islamophobie. Et si on garde ça en tête, on comprend un peu mieux. Vous allez voir la réponse de Stern. J'ai un très gros problème avec la gauche qui dit que c'est raciste et qui va vous traiter d'islamophobe parce que vous dites que, en fait, quand on va dans ces quartiers-là en tant que femme, c'est pas uniquement inconfortable, c'est-à-dire que c'est dangereux. Et en ce sens-là, je soutiens les actions du collectif Némésis. Je les trouve courageuses intellectuellement et physiquement. Alors, est-ce que ça, c'est nouveau ? Ou est-ce que chez elle, il y avait déjà une tolérance aux idées d'extrême droite qu'elle n'assumait pas complètement ? On sait pas, hein. En tout cas, maintenant, elle se lâche. J'ai même envie de dire qu'on a l'impression qu'elle s'épanouit. Injonction à inclure, prendre sous notre aile, là, et donc les hommes qui ont des goûts dits féminins, puis après aussi tous les handicapés, et puis après aussi tous les noirs, et puis et tous les trans, et puis après, en fait, tout le monde. Alors, tous ces gens souffrent, tout le monde souffre, voilà. Mais il y a un moment où la lutte féministe, elle peut pas être le réceptacle de toutes les autres. En fait, il y a un moment, ça suffit. Soyons honnêtes, il ne reste plus grand-chose de féministe chez Marguerite Stern et Dora Moutot. Maintenant, les deux femmes n'hésitent pas, par exemple, à s'attaquer au planning familial ou à se montrer avec des personnalités anti-IVG comme Thierry Casasnovas, influenceur accusé de dérives sectaires. Et elles ont recours vraiment aujourd'hui aux mêmes méthodes que l'extrême droite, hein. Les fake news, les histoires déformées, les théories du complot. Non, vraiment, la greffe a très bien pris. Parce qu'il y a aussi un complot contre elles d'ailleurs. La Fnac cacherait leurs bouquins exprès pour qu'on ne les trouve pas dans les rayons. C'est sous la pression de mystérieux lobbies qu'on a retiré leurs affiches. Et bien évidemment, on veut les censurer.
De quelle censure on parle exactement? Je sais pas, parce que, bon, elles sont quand même omniprésentes. Quand on regardait leurs interviews, là, on n'avait pas fini d'en regarder une, qu'il y en avait déjà une autre en ligne. Mais sur CNews, ça, l'argument de la censure, ils ont adoré. Alors que même Marguerite Stern, bah, elle sait bien que ça tient plus trop, quoi. Et alors, c'est la question rituelle que je pose à chaque fois sur ce type de livre. Est-ce que vous êtes reçu dans l'espace médiatique? On a quand même été reçus à un certain nombre d'endroits, mais on sait que, par exemple, sur le service public, ça risque d'être compliqué. Voilà. Pourtant, récemment, Adèle Van Delreyt a déclaré qu'elle recevait tout le monde. Voilà. C'est incroyable. Ah, s'il y a moyen de mettre un petit taquet aux médias publics, Pascal Praud, il va pas se gêner. Même si Marguerite Stern dit que non, quand même, là, niveau promo, ça va, elles ont fait des plateaux. 2 choses que je retiens. Vous êtes invité nulle part. Et vous n'avez pas le droit de faire de la pub dans Paris. On a quand même fait quelques plateaux. Sur CNews, ces derniers jours, Dora Muto et Marguerite Stern étaient quasiment là tous les jours. Quand c'était pas chez Pro, c'était chez Mathieu Bock-Côté. Là aussi, on a beaucoup parlé de censure. Votre livre est difficile à trouver dans certaines librairies, alors qu'il est premier sur Amazon, il est premier sur les sites de... Mais là, difficile à trouver en librairie. Alors, je pose la question, on vous entend, on a l'impression que c'est le portrait d'une situation très grave. Et il y a une censure qui se constitue. Comment expliquez-vous la puissance de cette censure qui vous tombe dessus depuis quelques jours? Bon, et puis une fois le cul posé sur un fauteuil de Bolloré, en vrai, derrière, tout vient tout seul. Tu sais ce qu'on attend de toi, donc tu déroules des trucs sur la gauche, intolérante, machin, enfin, vous connaissez. Et on pense que les militants transgenristes sont particulièrement énervés parce que nous, on est des figures qui viennent de la gauche, en fait. Et voilà. Des traîtres. Voilà, on est un peu des traîtres. Oui, dans les milieux de gauche, il y a une forme de sectarisme, une forme de dictature de la pensée unique. Et je crois que c'est un peu propre au milieu militant, féministe de gauche, et désormais on s'en tient bien loin. Des femmes qui tournent le dos à la gauche et au féminisme, qui seraient censurées par les woke, qui subiraient la cancel culture alors qu'elles ne disent que des choses de bon sens. Mais c'est le récit rêvé. Et elles sont ravies d'être mises en avant de la sorte. Elles ne manquent jamais une occasion de remercier tous ces médias d'extrême droite qui les invitent, qui font leur promo et qui vont leur permettre de vendre leurs bouquins. Vraiment, la campagne de promo, elle est impressionnante. Enfin là, c'est un tapis de bombe. Vous noterez qu'on n'a jamais vu l'inverse. On n'a jamais vu une énorme campagne médiatique pour un bouquin qui serait un peu pédagogique, un peu empathique, un peu militant pour les droits des personnes trans. Non, ça jamais. Il faut croire que le lobby transgenriste, là, n'est pas encore assez puissant. Non, mais bon, par exemple, il y a Drag Race qui a débarqué sur le service public. C'est une émission dans laquelle on peut quand même parler de parcours de transition ou de transidentité en général et de façon empathique. Ou de non-transition. Je suis persuadée d'être une femme trans, mais c'est vraiment un truc que je peux pas faire. Donc même si je veux, même si je le sens, moi, c'est vraiment une barrière que je peux pas franchir parce que mes parents, mon père, il est malade, donc déjà là, ce que je fais là maintenant, c'est déjà un peu trop pour lui. Donc si je passe cette barrière, c'est vraiment un truc qui peut le tuer même. Donc, pardon. Donc... Alors moi, j'adore Drag Race, y a pas de souci. Mami Wata, on est avec toi. Mais simplement, c'est pas une émission qui parle des droits des personnes trans. On est là pour le spectacle, le show, mais c'est pas une émission militante. On y parle finalement peu des sujets qui touchent profondément les personnes trans. La précarité, les violences, les discriminations, les agressions. Et en même temps, c'est normal. C'est une émission festive. Mais voilà, en face de Stern et Muto, y a rien qui puisse faire contrepoids. Les droits des personnes trans sont rarement évoqués dans les médias, et souvent quand le sujet est abordé, il est maltraité. De manière générale, à cause de ce climat d'hostilité, de désinformation, il n'y a pas beaucoup de monde qui est prêt à aller à la télé pour prendre des coups et défendre les personnes trans. Il y a Enora Malagré qui l'a fait il n'y a pas longtemps sur France 5, on vous met l'extrait. Et enfin, je rappelle, à titre personnel, voilà, à celles et à ceux notamment qui ont des responsabilités qui sont à l'antenne, et j'en appelle d'ailleurs aussi à l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, que la transphobie, c'est pas une opinion. C'est un délit, c'est puni par des sanctions pénales. Alors si votre cerveau et votre cœur sont trop atrophiés pour respecter l'humain, respectez au moins la loi. Et je le répète, il n'y a pas de féminisme sans les femmes trans. Bon, on n'a pas beaucoup d'autres exemples comme ça, et c'est tout le problème en fait. Par contre, on a des exemples désastreux. On se souvient de ce plateau de quelle époque? C'était en 2022, et ils ont voulu faire débattre une femme trans, Mariko, avec Dora Muto, notre influenceuse accusée de transphobie. Littéralement, 5 minutes pour les trans, 5 minutes pour les transphobes. Mais pour vous, Mariko, par exemple, qui est en face de vous, je vous ai raconté son histoire, Mariko, c'est une femme pour vous ou non? Non, pour moi, Mariko, c'est un homme. Dora Muto a été très agressive face à une Mariko plutôt calme. Et au milieu, on avait Léa Salamé qui voyait pas le problème, qui parlait de débat constructif. Un siècle de féminisme qui est bafoué
par des visions complètement transphobes, parce que oui, Madame Moutot, vous êtes transphobe. Vous essayez d'enrober et ça vous par un êtes misogyne. discours. Vous êtes misogyne. Bon, attendez, on avait dit... Si vous voulez jouer à ce jeu-là, on s'était engagé à un débat constructif. Honnêtement, c'est quelque chose de très intéressant. Vous ne pouvez pas me faire insulter sur... Mais non, c'est vous qui insultez les gens. Ça fait des années que vous insultez les femmes trans. Alors, donc au niveau c'est un débat constructif, c'est quelque chose qui touche beaucoup de gens, beaucoup de familles, de plus en plus, et qu'on essaye de comprendre, puisque l'émission s'appelle Quelle époque. Alors que là, littéralement, une de ses invitées venait de se faire mégenrer exprès, traiter d'homme. Mais enfin bon, les personnes trans sur les médias sont habituées à ce genre de séquences un peu violentes. Et en général, dans ces scènes-là, les journalistes participent assez activement finalement. Là, c'est la passivité de Léa Salamé dans cette situation de violence qui pose un peu problème, mais il peut arriver que le journaliste prenne les devants et accompagne lui-même cette violence. Le 18 avril sur RMC, l'émission Les Grandes Gueules faisait elle aussi la promo du livre Transmania. Pour l'occasion était invitée Béatrice Denas, la coprésidente de Trans Santé France. Par contre, elle était au téléphone et elle avait face à elle un plateau très hostile. Se sentir fille, moi je suis incapable de l'expliquer. Je vous demanderai pourquoi vous êtes... Ah bon, parce que moi, je peux vous expliquer ce que c'est qu'être se sentir une femme, parce que j'en suis une biologiquement. Ou en être une. Eh ben moi, je me sens femme depuis... Oui, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est d'être une femme? Concrètement, on aimerait des arguments de votre part. Être une femme, c'est quoi? Demandez à un homme ce qu'est être un homme. Alors, oui, il y en a qui vont dire que c'est le virilisme. Je peux vous faire un dictionnaire sur ça. Non, mais c'est biologique. C'est-à-dire qu'on est un homme parce qu'on est biologiquement un homme. Voilà, le journaliste, il a carrément tranché la question. Et on vous passe le moment où une des deux influenceuses a demandé à Béatrice si elle avait un pénis. Enfin, honteux, quoi. Voilà, vous l'avez compris, hein, les médias ont une grande responsabilité dans la diffusion des discours de haine anti-trans. C'est pour ça qu'on vous fait cette émission. Les personnes qui ont étudié les représentations de la transidentité dans les médias français s'accordent à dire que ça fait environ 5 ans que le sujet est traité. Pas forcément bien traité, mais bon, on en parle. L'association AJL, l'association des journalistes lesbiennes, gays, bi, trans et intersexes, a d'ailleurs réalisé il y a 1 an une enquête sur la transidentité dans les médias. Une enquête réalisée avant la grande offensive transphobe de ces dernières semaines. L'enquête démontrait que des efforts avaient été faits au niveau de la visibilité, même si les angles choisis sont parfois discutables, le vocabulaire utilisé souvent méprisant, ou encore que les personnes invitées à en parler ne sont pas assez renseignées. Les personnes trans sont encore fortement invisibilisées, et c'est ça qui rend les discours comme celui de Stern et Moutot particulièrement efficace et dangereux. Si vous ne connaissez rien au sujet et que vous essayez d'y comprendre quelque chose, c'est sur elles que vous allez tomber, parce qu'elles ont saturé l'espace médiatique très facilement. Sur Internet, maintenant, on peut quand même trouver pas mal de choses si vraiment on veut se renseigner sérieusement. Par exemple, on vous conseille les vidéos de Cassandre sur YouTube, comme cette vidéo sur les TERF, si vous voulez en savoir plus sur le mouvement dans lequel s'inscrivent Stern et Moutot. On vous recommande aussi les travaux et les interventions de Karine Espinera, spécialiste de la transphobie et du traitement médiatique des questions de transidentité. Et puis il existe aussi un média dédié qu'on vous recommande, XY Media, c'est sur YouTube, allez voir, hein, elles produisent des reportages, des témoignages. Et on va d'ailleurs finir en citant ce média. Un phénomène nouveau se produit. Alors qu'elle semblait au départ auparavant peu concernée, c'est l'extrême droite qui se saisit désormais régulièrement du sujet. Elle y voit une opportunité pour attirer de nouveaux électeurs, pour semer un vent de panique et en récolter les fruits. Et oui, et c'est pour ça qu'il faut que la gauche quand même se penche sur cette question des droits des personnes trans, de la transphobie, parce que moins on sera formé chez nous, plus ils vont pouvoir bourriner en face. Donc que vous soyez militant ou journaliste ou n'importe quoi, de toute façon, ne laissez pas ce terrain à Marguerite Stern et Dora Moutot, ne vous laissez pas bourrer le mou par elles non plus, renseignez-vous, informez-vous, parlez avec des personnes concernées. On a quand même mieux à offrir à nos camarades trans que des silences gênés et de la compassion maladroite. Donc allez, on y va. Et à dimanche, dans 2 semaines. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à soutenir Blast en vous abonnant ou en faisant un don.